Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et tout de suite, voici les grands titres de ce lundi. Les agences gouvernementales et les ministères qui louent actuellement des bureaux dans des endroits qui ne correspondent pas à la vision de développement du pays vont bientôt déménager dans des bâtiments construits à leur intention. L'exposition qui était présentée à la conciergerie a marqué le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art. Cet événement unique montre comment l'intelligence artificielle s'intègre à la création artistique et influence notre quotidien. Nous aurons une interview avec notre collègue Amandine Dikumasao. Bienvenue. Le Rwanda rassure qu'il n'envisage jamais d'attaquer les pays voisins, y compris le Burundi. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, précise tout de même qu'il est de l'impératif du Rwanda de protéger son territoire et sa population contre toute menace, d'où qu'elle vienne. C'est dans une interview avec notre confrère Calixte Kaberuka. Les propos du président du Burundi qui aujourd'hui insinue qu'il est sûr et certain que le Rwanda est en train de monter un coup, de monter un programme pour l'attaquer. Mais il n'y a pas de plan pour attaquer le Burundi parce que si ce plan existait, si les raisons pour lesquelles le Rwanda voudrait attaquer le Burundi existaient, je suis sûr qu'il serait très heureux d'annoncer les raisons pour lesquelles le Rwanda veut attaquer le Burundi. Il ne faut pas juste dire que le Rwanda voudrait étendre son territoire, oui. Ce qui n'a jamais même été le cas, d'étendre le territoire du Rwanda vers le Burundi et vice-versa dans l'histoire. Mais je pense que c'est par contre la volonté de couvrir ce qu'Isaïe a toujours énoncé et qu'il a commencé à mettre en application. Vouloir une guerre régionale, aujourd'hui, une guerre basée sur des causes, sur des raisons ethniques, et qu'il a commencé avec son collègue de la RDC à mettre en place. Ils ont fait une coalition, et selon les militaires de l'Afrique du Sud, c'est eux qui nous ont dit que voilà, nous avons vu les FARDC, bien sûr avec les armées du Burundi, avec les mercenaires, tirer sur le Rwanda. En revenant aussi sur la question de la demande des sanctions contre le Rwanda, nous avons un Parlement européen qui aujourd'hui est au courant que ça, les mercenaires en provenance de l'un de leurs pays qui fait partie de l'Union européenne, un Parlement qui est au courant que cette façon de faire est interdite. C'est interdit, mais qui n'a pas pris une minute pour examiner ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas au courant? Alors qu'on les a vus et ils sont passés aussi au vu de tout le monde. Est-ce que pour qu'ils puissent quitter la RDC, n'ont-ils pas contacté le M23 qui contrôlait Goma? Est-ce que pour qu'ils puissent passer par le Rwanda, n'ont-ils pas contacté le Rwanda? Dans tout ça, est-ce qu'ils ignorent que c'est illégal? C'est illégal par rapport aux conventions, que ce soit au sein de l'Union européenne, au sein de l'Union africaine, même je pense au sein des Nations Unies. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont choisi de prendre une telle position, alors au gouvernement rwandais, à la diplomatie rwandaise, d'expliquer réellement tout ce qui se passe sur le terrain. Non, soyons précis. Oui. Lors de la prise de Goma, et il y a eu des preuves par écrit, par document, et les preuves matérielles, vu le nombre d'armes qui étaient là, vu la puissance d'armes qui étaient là, que ce n'était pas seulement pour combattre le M23, que c'était le plan qu'ils ont toujours dit, qu'ils ont toujours énoncé d'attaquer le Rwanda. Les preuves sont là. On ne peut pas le nier. Peut-être qu'un jour, si
J'ai même constaté que depuis que le Rwanda l'a dit officiellement dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ni le Burundi, ni la RDC, ni les mercenaires, ni tout le tralala, personne n'a démenti. Et n'oubliez pas, ce jour-là, les 2 jours des combats de Goma, ils ont essayé de le mettre en place. Ils ont tiré sur le Rwanda, vers Rubavu. Il y a eu plus de 16 morts, il y a eu plus de 100 blessés, il y a eu plus de 300 maisons détruites ou abîmées. Donc, le plan a été préparé et ils ont même essayé de le mettre en pratique. Tant que la sécurité du Rwanda n'est pas assurée parce que à cause des problèmes qui se déroulent à l'est de la RDC, les mesures prises resteront en place. Et le Rwanda l'a toujours dit, il a même accepté de les modifier ou de les supprimer si ce problème de sécurité est résolu. Là, il n'y a pas de secret. Et les mesures qui ont été prises, c'est tout le long de la frontière du Rwanda. C'est tout le territoire du Rwanda qui est protégé. Ce n'est pas seulement à Rubavu. Bon, d'un autre côté, si le gouvernement de la RDC, avec le soutien du gouvernement burundais et son armée, décide d'essayer d'attaquer le Rwanda, personne ne peut les empêcher de le faire, mais au Rwanda de prendre des mesures pour protéger sa population et son territoire. Je pense que ça s'est fait à Rubavu, où ils ont essayé d'attaquer le Rwanda en tirant de loin, en tirant à partir de la RDC, et que les Rwandais eux-mêmes ont vu comment on pouvait protéger le territoire rwandais et les Rwandais en éliminant ces menaces. Donc, les Rwandais doivent savoir aussi que si ça devait se passer au sud-ouest, ils vont le faire, personne ne va les empêcher, mais le Rwanda aussi ne va pas se laisser faire. C'est ça que les Rwandais doivent savoir. Tu ne peux pas les empêcher, puisqu'ils l'ont déjà annoncé, ils l'ont même mis en pratique. Mais au Rwanda de prendre des mesures pour empêcher qu'il y ait plus de dégâts ou de morts. Les agences gouvernementales et les ministères qui louent actuellement des bureaux dans des endroits qui ne correspondent pas à la vision de développement du pays vont bientôt déménager dans des bâtiments construits à leur intention. Cela permettra également au pays d'économiser jusqu'à 14 milliards de francs rwandais qui étaient auparavant dépensés en loyer chaque année. Les détails avec Patrick Nilitande. Ces bâtiments seront construits sur un terrain d'environ 100 000 mètres carrés, s'étendant du bureau actuel de l'ombudsman en chef au bâtiment abritant le bureau du Premier ministre à Kimihurura, c'est en district de Gasabo, dans la ville de Kigali. Le directeur général de l'Office rwandais de l'habitat explique qu'une fois le projet terminé, 45 agences gouvernementales et ministères s'y installeront. Nous avons examiné combien nous dépensons en loyer pour plus de 40 agences gouvernementales et nous avons découvert que nous pourrions utiliser le même budget pour mettre en œuvre un projet qui apporte une solution à long terme. C'est donc un projet qui nous intéresse vivement et d'autres acteurs clés ont également exprimé leur intérêt à collaborer avec nous. Olivier Kabera, secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, explique que les bâtiments améliorera également la prestation de services, en plus de fournir un espace de travail moderne aux fonctionnaires du gouvernement. Nous avons un projet de construction d'un bâtiment pour accueillir un certain nombre d'agences gouvernementales, y compris les bureaux de l'ombudsman en chef. Nous prévoyons d'exécuter ce projet et de le terminer dès que possible pour permettre à ces agents de s'installer dans ces bâtiments suffisamment tôt. Certaines d'entre elles travaillent dans des bâtiments obsolètes avec des bureaux dans des sous-sols, soumettant les agents à des climatiseurs toute la journée alors qu'ils ont besoin d'air frais. Toutes ces choses seront prioritaires lorsque ce projet sera terminé. Le ministère des Infrastructures affirme que le gouvernement dépense 14 milliards de francs rwandais par an pour louer des bureaux aux agences et aux ministères qui ne disposent pas de leurs propres locaux.
Cet argent servira désormais à construire le nouveau bâtiment qui devra être achevé au cours de l'exercice 2028-2029. Une étude de l'Institut national de la statistique du Rwanda a révélé que le nombre de personnes employées en 2024 a augmenté de 4,7%, ce qui a entraîné une baisse de 2,1% du taux de chômage par rapport à 2023. La jeunesse est la catégorie la plus touchée par le chômage. Une attention particulière leur est accordée par les autorités du pays. Le récit de Patrick Nilidante. Nashimwe Godfrey est l'un des jeunes qui ont réussi à surmonter le chômage. Il a étudié la médecine vétérinaire à l'université, mais a eu du mal à trouver un emploi. Au lieu d'attendre un emploi lié à ses études, il a commencé à chercher une autre alternative. J'ai tenté ma chance avec un travail occasionnel, où mon objectif était de le faire pendant 1 an, en attendant quelque chose de plus gratifiant. J'ai eu de la chance, j'ai gagné de l'argent. Je me suis engagé à économiser et à faire des économies. J'ai pu louer une maison pour 20 000 francs et investir quelque chose pour un total de 177 000 francs dans une petite affaire rentable. Nashimwe Godfrey est l'un des jeunes qui a lutté contre le chômage, comme l'explique ce responsable au sein de l'Institut national de la statistique du Rwanda. En général, nous disons qu'une personne est employée lorsqu'elle fait quelque chose qui lui donne un salaire ou lui rapporte des bénéfices, mais qui résulte de l'implication d'autres personnes. Le chômeur, en revanche, est une personne ayant l'âge légal pour travailler, mais qui n'a pas réussi à trouver un emploi depuis au moins 1 mois. Une personne est également considérée comme chômeur lorsqu'elle est à la recherche d'un emploi, mais ne l'a pas encore décroché. L'enquête sur l'emploi menée par l'Institut national de la statistique a comparé les derniers trimestres de 2024 aux 4 années précédentes et a révélé que sur les 4,6 millions de personnes en âge de travailler, 54,6% avaient un emploi. Le pourcentage des personnes ayant un emploi a augmenté de manière significative dans les zones rurales de 5,1% par rapport aux zones urbaines où il a augmenté de 4%. La majorité des personnes employées sont des hommes, 63,1% contre des femmes, 47,1%, ce qui montre un écart de 16%, bien que celui-ci fût de 15,3% en 2023. Le nombre de chômeurs est de 789 194, ce qui représente 14,7% de la population active, en baisse par rapport à 16,8% en 2023, marquant une baisse de 2,1%. Le taux de chômage le plus élevé se trouve chez les jeunes de 16 à 30 ans, où il s'élève à 18%. Certains jeunes et femmes réfléchissent aux raisons qui, selon eux, contribuent au maintien du taux de chômage élevé dans ce groupe. Certaines personnes restent assises et attendent que des personnes ayant des opportunités les contactent. Il est peu probable que les personnes ayant des opportunités soient disponibles à le faire. La plupart des opportunités nécessitent une expérience d'au moins 2 ans. Où voulez-vous que les jeunes acquièrent de l'expérience? Certaines obtiennent des opportunités de stage de 6 mois, mais lorsque l'âge de la retraite est de 65 ans, nous devons attendre longtemps pour remplacer les personnes qui occupent actuellement un poste et ne prennent leur retraite. Le ministre de la Jeunesse, Utumatwishima Abdallah, a déclaré que le gouvernement continuerait à soutenir les jeunes dans la recherche d'un emploi. Cependant, il a souligné que leur participation active à l'utilisation des opportunités disponibles est cruciale. Nous sommes conscients du taux de chômage des jeunes. Cependant, un autre défi est apparu. Il y a des jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas d'emploi et qui ne suivent aucune forme de formation. De notre côté, nous rencontrons certains jeunes, ce sont des personnes qualifiées qui sont paresseuses et qui n'essaient même pas de se créer des opportunités d'emploi. Ils passent leur journée à surfer sur les réseaux sociaux en passant d'une plateforme à l'autre. Et pourtant, ils ont des besoins à satisfaire.
En 2020, le chômage était de 20,3%. Il est passé de 23,8% en 2021 à 24,3% en 2022. Cependant, il a diminué de 16,8% en 2023 et se situe désormais à 14,7%. À présent, parlons du 38e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est clôturé ce samedi en Éthiopie. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de l'ambassadeur Joseph Nsengimana. Bienvenue, ambassadeur. Merci de m'accueillir. Alors, le sommet a déploré la multiplication des conflits sur le continent, mais visiblement ne propose rien de concret pour résoudre ces conflits, que ce soit au Soudan, en République démocratique du Congo et ailleurs. D'après vous, pourquoi l'Union africaine ne parvient toujours pas à trouver une solution africaine au problème des Africains? À mon avis, l'Union africaine, comme d'ailleurs les pays africains, ne sont pas suffisamment indépendants pour avoir des opinions propres et les assumer. Il y a une dépendance qui demeure par rapport aux puissances extérieures et à leur manipulation et à leurs intérêts. Donc je pense que c'est le premier niveau, le niveau d'autonomie, le niveau d'indépendance, qui fait que effectivement l'Union africaine, comme les pays africains, ne sont pas libres de leur position et doivent souvent je dirais, accepter la manipulation des forces extérieures. Alors, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui était présent, a critiqué le manque de représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant que l'absence de l'Afrique à ce Conseil n'est toujours pas justifiée. D'après vous, qu'est-ce qui manque pour que ce vœu, chaque fois, devienne une réalité? En fait, il s'agit de la réforme du Conseil de sécurité de manière générale. C'est un problème qui dure, qui dure pratiquement 30 ans maintenant. Et les puissances, les 5 puissances permanentes aux Nations Unies, qui sont, je dirais, qui guident les positions à prendre aux Nations Unies, ne veulent pas accepter que les forces des autres entités, des pays et des entités, je dirais, régionales, puissent avoir droit au chapitre. Je pense que c'est le point de départ, parce que pour que la réforme puisse se faire, il faut que les 5 permanents l'acceptent. S'ils ne l'acceptent pas, la réforme ne se fait pas. Donc il y a un défaut, je dirais, au niveau de la charte même qui met en place le Conseil de sécurité, et ça fait que ça traîne. Pour le moment, on peut dire que depuis à peu près 30 ans, il y a une certaine avancée, mais on est loin de voir les choses changer. L'Afrique n'est pas complètement absente. On a 3 membres au Conseil de sécurité, 3 membres non permanents, bien entendu. C'est des sièges rotatifs où les pays viennent et changent régulièrement. Mais cela ne leur donne pas le pouvoir de prendre des positions et de faire valoir leur position au Conseil de sécurité. C'est ça le problème.
Alors, Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission, a plaidé pour une réforme institutionnelle en vue de créer des conditions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2063. Depuis les réformes initiées par le président Kagame, on voit que malheureusement, il n'y a pas d'avancée. Peut-être peut-on être optimiste que cet agenda sera réalisé? Je pense qu'il ne faut pas juger trop vite. Il y a quand même des choses qui ont démarré. Il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, les décisions prises soient complètement acceptées et mises en action par différents pays. Par exemple, pour le financement de l'institution, qui est un des points les plus névralgiques pour que ça puisse fonctionner. La réforme du président Kagame avait demandé qu'à côté des cotisations des pays membres, il y ait une perception de 2% sur le produit des importations des importations des États membres, mais cela tarde à être appliqué par tous les pays. Je pense qu'il y a des pays qui ont commencé à verser ça, mais beaucoup, comme d'ailleurs la première manière de cotiser, la cotisation des membres, ils ne cotisent pas tous de la même façon. Il y a même des mesures répressives, comme qui veulent qu'un pays qui n'a pas cotisé 2 années successives ne soit pas accepté au sommet. Mais il y a des pays qui tout simplement ne puissent pas cotiser, donc risquent de ne pas être au sommet. Donc je dirais que, les réformes ont été une avancée significative, mais la mise en œuvre dépend de la possibilité et de la volonté des États. Et je ne peux pas dire que c'est une solution perdue, non. Ça tarde à s'appliquer à tous les niveaux et par chaque État. Mais je dirais qu'il y a quand même espoir que ça puisse faire avancer les choses. Oui. Oui. Alors pour terminer, parlons de l'intégration africaine qui se complique davantage, même dans les zones de libre-échange, les zones régionales africaines. La CEDEAO qui semblait bien fonctionner, aujourd'hui elle est menacée de dislocation. Est-ce que la ZLECAf serait finalement une utopie? Non. Je ne crois pas que ça puisse être une utopie. Là encore, il faut juger à partir des avancées que l'on voit. Il y a déjà des pays qui avancent, dont le Rwanda d'ailleurs, mais également certains pays qui s'engagent vraiment dans cette marche. Et le bien de cette décision surtout, c'est que les pays et les individus, les hommes d'affaires, ils trouvent, et les populations d'ailleurs, ils trouvent leur compte. Donc, ça dépend des gouvernements pour la mise en œuvre, mais il y a une volonté des populations pour que cette mesure s'applique, parce que c'est toutes les populations qui y ont intérêt. Et il y a certains organes qui ont déjà commencé à se mettre en place, ici même à Kigali. Donc je ne crois pas qu'il faille dire ça n'ira nulle part. Non, ça se met en place, mais ça devra prendre du temps pour que ça soit totalement fonctionnel. Merci en tout cas, ambassadeur Joseph Nsengimana. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur et auteur de différents ouvrages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Oui.
Les acteurs du secteur industriel saluent les politiques et les stratégies que le gouvernement rwandais a mises en place et qui ont permis une augmentation continue des emplois, en particulier parmi les jeunes. Actuellement, 16,3% des personnes employées travaillent dans l'industrie. Dans la zone industrielle de Masoro à Kigali se trouve l'usine de textile C&D qui a ouvert ses portes en 2019. L'usine emploie actuellement près de 1000 personnes et ce nombre continue d'augmenter. Aujourd'hui, l'usine emploie 5600 personnes. L'usine a pour objectif de doubler son effectif dans les 5 prochaines années, atteignant ainsi 10 000 employés. Le responsable de la coordination de l'usine C&D avec d'autres secteurs, Nawana Yves, revient sur l'impact de leur entreprise sur l'économie et le bien-être de la population. Elle a commencé en 2019. L'investisseur est chinois. Alors, il est venu avec un modèle de business qui est un peu spécial. Il a signé un accord de collaboration avec le gouvernement rwandais à travers le RDB. Alors, l'accord précisait les mesures incitatives que le gouvernement était supposé de donner à l'investisseur. Et en contrepartie, l'investisseur lui aussi était supposé d'atteindre les objectifs fixés en matière de la création d'emplois et de l'augmentation des revenus d'exportation. Alors, les mesures incitatrices que le gouvernement a fournies consistent essentiellement à l'octroi des espaces libres de production et puis à la subvention des coûts de transport et à l'exonération des taxes sur les importations. Alors, en ce qui concerne l'accès aux espaces gratuits pour la production, l'entreprise a 4 usines ici dans la zone économique de Kigali qui sont des propriétés du gouvernement rwandais. C'est-à-dire que le gouvernement donne ces immeubles gratuitement. Vous avez vu une autre qui est en train d'être construite. C'est parce que le nombre d'emplois a augmenté, alors il faut augmenter les espaces. Jusqu'à présent, nous avons 500 600 employés à temps plein. En ce qui concerne les revenus d'exportation. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.